Hein. Alors quand je dis demande finale, évidemment, quand on va rentrer dans le détail, on va s'apercevoir que la demande finale a plusieurs composantes, la consommation finale des ménages, les investissements et les exportations précisément. Donc les trois composantes de la demande finale sont finalement au cœur de toute réflexion sur la croissance économique. La consommation finale, hein, vous vous rappelez la définition de la consommation finale, alors des ménages hein, ou la consommation finale des administrations. Je vous rappelle qu'on avait fait la distinction entre les deux. L'investissement qui est essentiellement de l'investissement productif réalisé par les entreprises, mais ce sont aussi les investissements des ménages sous forme de logement et les investissements de la puissance publique sous forme d'infrastructures économiques et sociales. Et enfin, la demande extérieure, les exportations, donc, qui, elles, concernent tout type de biens, voire tout type de services, hein, que ce soit des biens de consommation ou des biens d'investissement. Alors, on dit des exportations, en fait, il vaudrait mieux dire le solde extérieur, c'est-à-dire la différence qui existe entre les exportations et les importations, puisque les importations apparaissent comme une ressource qu'on vient ajouter au PIB, hein, et qui est disponible en début de période économique, et qui va être ensuite équilibrée par les trois composantes de la demande finale, à savoir les exportations, la consommation finale et l'investissement, auxquels on ajoutera pour l'occasion la variation des stocks. Hein, donc plutôt que de parler des exportations, il vaudrait mieux concevoir d'emblée la différence entre les exportations et les importations, ce qu'on appelle le solde commercial. Alors, la consommation finale, premier moteur de la croissance, bon, on a déjà passé du temps à étudier la consommation finale des ménages. Néanmoins, il va falloir revenir sur un certain nombre de points. Donc là, d'abord, l'augmentation de la consommation finale entraîne directement l'augmentation de la production et du revenu. C'est simple. La demande de consommation, c'est à peu près 60% du PIB de la France, à peu près à grands traits. Donc évidemment, quand cette consommation augmente, il va falloir produire davantage. Et pour produire davantage, eh bien, on va utiliser plus de main-d'œuvre et on va verser plus de salaire. Donc vous comprenez très bien qu'il y a une augmentation de la production et du revenu consécutive à l'augmentation de la consommation finale des ménages. Donc, il y a effectivement une progression dans le cycle de croissance liée à cette consommation finale. Alors, il y a un deuxième effet de la consommation finale qu'il ne faut pas oublier, qui est un effet indirect sur la croissance. Donc, directement, la consommation finale engendre l'augmentation de la production, de l'emploi et des revenus, mais indirectement, la consommation finale va agir aussi sur le niveau de l'investissement. C'est-à-dire que plus la consommation finale augmente, et plus, à un moment donné, le niveau d'investissement va devoir augmenter. Alors, c'est par le mécanisme de l'accélérateur d'investissement. Alors, qu'est-ce que l'accélérateur d'investissement ? Ben, c'est un mécanisme qui a été mis en évidence par un économiste que l'on peut classer avant l'heure dans les économistes keynésiens, qui montre que quand la consommation augmente, eh bien, pour pouvoir satisfaire cette consommation, pour pouvoir produire les biens qui correspondent à cette consommation supplémentaire, il va falloir investir plus que proportionnellement. Autrement dit, pour produire 100 de marchandises supplémentaires, il va falloir que les entreprises investissent 300 ou 400. Donc, à chaque fois qu'on va avoir 100 d'augmentation de consommation, on va avoir une augmentation de l'investissement de 300 à 400. Donc la contribution à la croissance, ce n'est pas 100 de consommation finale, mais c'est 100 plus les 300 ou 400 d'investissements nécessaires qui auront été induits. On parle d'investissement induit dans ces cas-là. Alors pourquoi faut-il un montant d'investissement supérieur au montant à produire ? Ben, c'est simple. Les équipements, les investissements des entreprises sont là pour rester plusieurs années dans une entreprise. Donc les 400 de capital d'investissement que je vais faire, ils vont me servir à produire 100 pendant 10 ans.
Donc je vais produire 1000 avec 400 de capital. Ça paraît déjà beaucoup plus cohérent que de produire 100 avec 400 de capital. Hein, donc c'est la durée d'immobilisation du capital technique dans l'entreprise qui permet d'expliquer pourquoi la valeur du capital technique est supérieure à la production réalisée dans une année, par exemple. Donc, la croissance de la consommation finale entraîne une augmentation des capacités de production nécessaires. Donc, des investissements de capacité. Et encore une fois, c'est plus que proportionnel et beaucoup plus que proportionnel. Quand je vous dis 3 ou 4, c'est à peu près ça. Le coefficient de capital dans des activités encore largement industrielles est de 3 ou 4. C'est-à-dire que pour produire 1000 milliards de richesses, il faut entre 3 et 4 000 milliards de capital technique dans les entreprises. On est sur des proportions à peu près réalistes. Donc l'investissement induit augmente proportionnellement plus que la consommation finale. Je vous engage à retenir cette expression d'investissement induit. Induit par quoi? Induit par l'augmentation de la consommation finale. C'est une conséquence nécessaire de l'augmentation de la consommation finale. C'est le coefficient de capital donc qui va expliquer l'importance de l'effet de l'accélération. Coefficient de capital, couramment dans les économies développées, encore une fois, c'est 3 ou 4. Il faut 3 fois plus de valeur de capital pour réaliser une quantité donnée de production. Alors, cet accélérateur, évidemment, il a des limites. C'est-à-dire que ce serait trop facile. Il suffit qu'on ait une petite augmentation de la consommation et via l'investissement induit, on va avoir une grosse croissance. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Ce qui veut dire que ce mécanisme a un certain nombre de limites réelles. Déjà, il suppose la pleine utilisation des capacités de production. L'entreprise n'investit, lorsqu'elle a une demande supplémentaire qui lui est adressée, que si ses capacités de production sont pleinement utilisées. Je vous ai dit tout à l'heure, capacité de production utilisée, c'est 85-90% grand maximum. Donc au-delà de ça, si l'entreprise perçoit une augmentation de la demande, eh bien, elle va être obligée d'investir. Le rationnement par le prix et le substitut des importations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas parce que la demande augmente que les entreprises vont produire pour satisfaire cette demande. Elles vont peut-être profiter pour augmenter leur prix et rationner la demande par le prix. Alors ça, ces comportements-là, en économie fermée, on peut les rencontrer. En économie ouverte, c'est assez peu probable parce que si les offreurs nationaux faisaient ça, c'est-à-dire s'amuser à rationner le consommateur en augmentant les prix, eh bien, il y aurait bien des offreurs étrangers qui apparaîtraient avec des prix beaucoup plus compétitifs. Donc en économie ouverte, généralement, on n'a pas ce réflexe de rationnement par le prix. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que les producteurs locaux ne peuvent pas satisfaire la demande, donc n'ont pas investi et ne satisfont pas la demande, et donc le consommateur va s'adresser à des produits importés, donc fabriqués à l'étranger.